Hello à tous, donc je suis aujourd'hui en compagnie de Ludovic Ebler, que je suis très très contente de recevoir sur le plateau des héros. Donc Ludovic a fait Donc l'exploit de Ludovic, ça a été de réaliser un tour du monde en stop. Il y a quelques années de cela, donc il est parti au départ pour 1 an et au fur et à mesure, il est resté 2 ans, puis 3 ans et il a développé une autre forme de voyage pendant ces 5 années. Donc, ce qui m'intéressait, déjà, je te remercie, Ludovic, d'avoir accepté mon invitation. Et du coup, aujourd'hui, on va partager autour de réaliser ses rêves et de ce que ça change dans une vie, en fait, quand on prend le parti de réaliser ses rêves. Toi, Ludovic, tu pourras nous... Peut-être ce sera d'ailleurs ma première question, puisque ce tour du monde, ça a été... tu le racontes très bien au début. Tu reçois en fait une lettre pour être embauché dans un CDI, donc après une école de commerce. Et finalement, tu choisis de suivre un rêve pour partir en stop autour du monde. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, le rêve remonte à déjà enfant. J'avais, depuis l'âge de 8 ans, j'ai la tête dans les atlas à me dire un jour, je fais le tour du monde. Je disais à mon père, tu sais, papa, moi, quand je serai grand, je fais le tour du monde. Il me dit, vas-y, continue à jouer. Ouais. Et puis, après, le stop est rentré dans ma vie quand j'avais environ 16-17 ans. Ma mère, très protectrice, voulait toujours m'emmener à droite à gauche. Et mon père disait, mais arrête de le cocooner comme ça, faut qu'il soit indépendant, faut qu'il soit débrouillard. Laisse-le faire du stop. Donc, j'ai commencé à faire du stop donc sur les routes locales en Alsace, ensuite dans toute la France, dans toute l'Europe. Et je me suis rendu compte que le stop était un super moyen pour rencontrer les populations locales. C'était aussi une véritable école de vie, école de persévérance, de patience, d'attitude positive. Et donc, j'apprenais énormément par le stop. Je rencontrais plein de gens et puis ça me permettait aussi de voyager à moindre coût en tant qu'étudiant, c'est pas négligeable. Donc j'ai commencé à ouvrir mes horizons progressivement et puis après, je me suis dit, il faut que je fasse le tour du monde en stop. C'est un super moyen et c'est un beau challenge. Et donc, j'ai terminé mes études, mon master en école de commerce. Et effectivement, j'ai eu une offre d'emploi à la sortie de mon école de commerce. Et ça a été un moment, un choix important, un vrai, Bien un sûr. de ces moments d'un carrefour. Est-ce que je vais vers la droite et je vais vers une vie très rangée où je sais que je vais gagner bien ma vie, et je vais avoir oui, voilà, une vie bien rangée. Je sais à peu près comment sera ma vie dans une dizaine d'années. Ou est-ce que je vais vers la gauche, complètement vers l'inconnu? Je vais dormir par terre au bord des routes du monde. Je vais être dans l'inconnu quotidien. Le stop, vraiment, on est dans l'inconnu tout le temps. Hein. On ne sait jamais ce qui va se passer dans 10 minutes. Ah, pour le coup. Mais je vais vers la réalisation de mon rêve. Mm. Et donc, le choix a été assez rapide parce que j'ai la personnalité, parce que j'ai quelque part le caractère pour ça, pour aller vers l'inconnu et vers la réalisation du rêve. Donc, j'ai dit merci pour cette offre d'emploi, mais c'est pas ça que je souhaite aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est découvrir la planète. Et donc, pour moi, ce tour du monde était un voyage initiatique avec une volonté vraiment de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure. La population française fait 1% de la population du monde. Essayer de connaître et comprendre un peu mieux les 99 autres pourcents. Ne pas se dire que la fin de la rue, c'est la fin du monde. Donc, Ouais. on a une superbe planète et voilà, je souhaite simplement essayer de la connaître et comprendre un peu mieux. Mm. Ouais, super. Effectivement, c'est... Ouais, quand tu dis que la population de la France, ça fait 1%, c'est ça? Et le monde, c'est... Ouais, d'accord, ok. Ok, et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que t'es pas parti comme ça du jour au lendemain faire ton tour du monde. T'es parti, t'as déjà commencé petit, entre guillemets, puisque tu as commencé à faire du stop déjà sur les routes de ta région, c'est ça? Exactement, ça a commencé de façon très locale en Alsace, dans les petits villages, entre Krautergersheim et Triestersheim, les petits villages alsaciens, parce que je viens de là-bas. Et puis progressivement, donc j'ai pris confiance, j'ai rencontré des gens sympas, parce qu'au début, j'étais vraiment penaud au bord des routes, le pouce tendu, en me disant j'espère que je vais rencontrer personne que je connais, etc. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Et puis progressivement, donc j'ai rencontré des gens sympas qui m'ont amené à destination, qui m'ont raconté beaucoup de choses. Et puis, chacun des conducteurs qui me prenaient me laissait quelque chose, dans le sens que ça pouvait être une information, une sensation, une vibration. J'apprenais vraiment de chacune des personnes que je rencontrais. Et puis, donc voilà, ça a grandi après à travers la France, à travers l'Europe. J'ai fait avec un ami le tour de l'Europe en plusieurs fois. Ok. Et après, comme le dit dans mon livre, en fait, le premier chapitre de mon livre s'appelle Le déclic roumain, parce que j'ai été en Roumanie avec cet ami-là, justement. Et puis, on a rencontré des gens formidables qui nous ont pris en stop, qui nous ont logés
Là-bas, on a mangé roumain, dansé roumain. On était roumain pendant quelques jours et je me suis dit, le stop, c'est vraiment extraordinaire. Et ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire, il faut que je le fasse en stop. Et donc voilà, c'est là qu'après se met en place dans ta tête un rétro-planning. Le plus dur, c'est mettre en place une date limite, une date de départ. Donc j'ai fixé, la fin de mes études, c'est juin 2002. Je me suis dit, allez, j'ai le temps de me préparer, de bosser aussi un peu, de mettre un peu d'argent de côté. Allez, le 1er janvier 2003, je m'en vais. Et donc après, se met en place tout le rétro-planning et ça te met aussi sous pression, mais c'est de la bonne pression, c'est de la pression qui te fait avancer. Et puis en école de commerce, souvent, tout le monde, mais comme partout, à la fin des études, tout le monde, la question classique, c'est qu'est-ce que tu vas faire après? Et moi, je disais à tout le monde, quand on me posait la question, le 1er janvier 2003, je pars faire le tour du monde en stop. Et donc après, tu te mets la pression à toi tout seul et il faut que tu sois prêt le jour J. Et voilà, donc le jour J, j'étais prêt et je suis parti pour cette belle aventure qui a duré 5 ans. Top, effectivement, c'est vrai que tu dis, voilà, il fallait être prêt et je pense que le fait de poser une date, finalement, ça t'a aidé à être prêt. Parce que si on n'a pas de date, j'élargis un peu à la vie en général, quand on ne sait pas et qu'on se dit on verra bien, c'est bien aussi, parce qu'il ne faut pas être non plus psycho-rigide du contrôle, je pense. Mais le fait de se poser une date, quand on a un projet un peu fou, ça aide à se préparer. Tu es d'accord là-dessus? Oui, moi j'essaye d'éradiquer de mon vocabulaire les mots un jour, un de ces jours. Ouais. Parce qu'on ne le fait pas en général. Quand je fais ça un jour, après, sauf si on a vraiment trop de choses à faire. Ouais. Mais donc, moi je me pose toujours la question, ok, donc j'ai envie de le faire, est-ce que c'est jouable? Alors après, ça peut ne pas être jouable, j'ai plein de choses où je me dis quand même, un jour je le ferai dans 10 ans. Ouais. Je ne peux pas le faire maintenant et on ne peut pas tout faire il y a 24 heures dans une journée. Mais quand on a vraiment envie de quelque chose, c'est vraiment ce moment important du rétro-planning et de la date, de dire, allez, je fixe, je me prépare, il me faut un certain temps pour me préparer, pour que ce soit au niveau financier pour un tour du monde, que ce soit au niveau organisationnel ou autre. Et la préparation est importante parce que tu en sortiras beaucoup plus si tu es bien préparé. Tu peux y aller aussi à l'arrache, bien entendu, mais moi, j'ai pas voulu y aller à l'arrache parce que à côté, il y avait pas que le Tour du monde en stop. Là, on parle du Tour du monde en stop, mais il y avait des projets à côté. J'étais parrain d'enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg. J'ai organisé pendant le Tour du monde des journées de rencontres entre ONG où j'ai fait à Jakarta, San Salvador, à New Delhi, où je mettais une trentaine d'ONG autour d'une table de façon à faciliter la communication entre chacune d'entre elles pour aboutir à des synergies. Et j'ai donné pendant le Tour du monde 350 conférences dans des écoles, dans des différentes associations pour parler de ce que j'ai appris de ce tour du monde, essayer de cultiver un petit peu cette envie de s'ouvrir au monde. J'avais tout un slideshow, un diaporama des animaux du monde, des religions du monde, avec la volonté donc d'enseigner un petit peu ce que j'ai appris de ce tour du monde, essayer d'insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves. Et voilà, donc dès que j'allais toquer, dès que je voyais une école, toc, 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 bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop. Est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos étudiants pour parler un petit peu de mon tour du monde? Et alors, des fois, on me disait oui, et on me mettait dans la minute d'après 1000 gamins devant. On me disait non, t'aurais dû nous prévenir avant, on peut pas faire ça comme ça. Mais parallèlement à ça, je rencontrais aussi plein de jeunes et moins jeunes qui ont plein de choses à partager et plein de profs qui voulaient recevoir. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une offre et une demande, mais qui manquait un outil qui favorisait tout ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est cette plateforme web qui s'appelle Travel with a Mission, qui a pour objectif de favoriser cette mise en relation entre ceux qui veulent partager et ceux qui veulent recevoir. Les actions de Travel with a Mission, c'est ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr. Ce que je retiens là encore une fois, c'est que en fait, tu avais un rêve, tu as poursuivi ton rêve et au fur et à mesure, sur le chemin de ce rêve, il y a plein de choses qui sont arrivées que tu avais. Je ne sais pas si tu avais prévu de faire des conférences avant, quand tu es parti. Non, les conférences, non. Autant le projet pédagogique, c'était prévu avant. Les conférences sont nées effectivement. C'est un peu comme on dit la technique du corridor. Tu ouvres une porte et tu as 50 autres portes qui s'ouvrent dont tu ne soupçonnais pas l'existence. D'ailleurs, à Tour du Monde, c'est même ça au niveau général. On revient, on se rend compte à quel point on est ignorant. Parce que même quand on cherche à comprendre un pays, même un pays, par exemple, prenons l'Afghanistan, plus je cherchais à comprendre, plus je me rendais compte de l'étendue de mon ignorance et que je savais rien.
Et plus j'ouvrais une porte, et je me rendais compte qu'il y avait 50 autres portes. Pour moi, les Moudjahidines, par exemple, c'est un groupe, mais en fait, non, il y a 50 groupes. Et voilà. Mais c'est un peu comme ça pour toute chose. Dès que tu creuses, tu t'aperçois de l'amplitude et voilà. Donc oui, par rapport au projet, effectivement, j'ai les conférences n'étaient pas prévues au départ, mais un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais c'est assez sympa ce que tu fais, ça c'est unique, viens dans mon école. J'ai des étudiants qui ont 12-13 ans, ça les intéressera. Et donc, on a fait une première conférence où j'avais pas de présentation PowerPoint, pas de slideshow au début. Mais j'ai pris grand plaisir à partager. Et les gamins, ils avaient plein de questions, ils prenaient grand plaisir aussi. Et je me suis dit, bah, il faut que je démultiplie ce genre de choses parce que je suis en mesure de faire passer des messages. J'avais été juste avant aussi en Antarctique en brise-glace top. Ouais. Et donc voilà, j'étais en mesure de faire passer des messages sur la protection de l'environnement et sur plein d'autres choses. Et voilà, donc j'ai cherché à démultiplier ce type de conférences. Et notamment, il y a eu une tournée d'un an aux États-Unis, une tournée de conférences avec 114 conférences pendant un an. Donc je suis arrivé au Texas et j'ai balancé à travers les États-Unis des documents PDF et autres qui résumaient un petit peu mon parcours et ce que je proposais comme conférence. Et puis, je suis organisé. En février, je suis en Floride, en mars, là, etc. Et donc, j'ai organisé toute une tournée de conférences et qui m'a permis aussi de gagner un petit peu d'argent pour financer une partie du voyage. Et est-ce que en faisant ces conférences, est-ce que tu avais déjà donné des conférences avant ou est-ce que c'était la première fois et que du coup, tu faisais quelque chose de nouveau et que tu as découvert, je pense que si tu en as fait plus de 300, tu m'as dit 350, je pense que tu as aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Alors, j'en avais jamais fait avant comme ça. Donc, Ok, ouais. il y a eu des situations où j'étais amené à m'exprimer en public, mais pas ça. Donc, ça a été quelque chose de nouveau. Et comme je dis, c'est venu au fur et à mesure. Et une personne qui m'invite, je le fais. Je me rends compte que j'aime ça, qu'il y a potentiel de faire passer des bons messages, que de l'autre côté, il y a du répondant, il y a beaucoup de questions, il y a de l'intérêt. À la fin de ma conférence, la première conférence, les profs qui me disaient c'est génial, tu devrais démultiplier ça, etc. Donc derrière, je dis ah, ça a plu, ça m'a plu, je peux faire avancer des choses intéressantes. Let's go, on continue, on y va plus loin. Génial, ouais. Est-ce que tu as eu quelque chose, une croyance ou quelque chose qui te bloquait, que tu as réussi à dépasser pendant ce tour du monde? Alors, ce qui peut bloquer, c'est la peur de l'inconnu toujours, c'est de ne pas savoir. Mais moi, j'ai appris à vivre avec ça. Il y a une phrase d'ailleurs que j'aime beaucoup de Anthony Robbins qui dit The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably live with. Moins tu as peur de l'inconnu, meilleure est la qualité de ta vie. Exactement. Ouais. Et j'ai appris quelque part pendant ce tour du monde à vivre avec cette peur de l'inconnu parce que on stop une fois de plus, j'étais tout le temps pendant 5 ans, 5 ans c'est quand même 1825 jours, j'étais tout le temps dans l'inconnu, sans savoir ce qui allait se passer 10 minutes après. Souvent à 19, 20, 21 heures, je ne savais pas où j'allais dormir. Et alors il y a des gens qui paniquent avec ça, mais moi je le vivais tranquillement, je disais, on verra, si je veux dormir dehors, je dormirai dehors. Il y a des moments où un gars faut tuer, mais après, quand tu arrives à ne plus avoir peur de cette peur de l'inconnu, tu es plus libéré. Et donc, meilleure est la qualité de ta vie, mais surtout, tu es en mesure de prendre plus de risques et de te dire, bah, si je me plante, bah, tant pis, on va dire. Après, un tour du monde permet aussi de se rendre compte qu'on peut vivre avec peu, quelque part, qu'on peut être heureux avec... parce qu'on est dans un monde occidental, où il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de... On est dans cette sensation du besoin. J'ai besoin toujours d'autre chose. Alors que lorsque tu es en mode backpacker, moi j'ai vécu pendant 5 ans avec un petit sac à dos, j'ai vendu tout ce que j'avais à vendre avant et je vivais avec le minimum du minimum. Tu te débarrasses du superflu, tu te concentres sur l'essentiel et tu vis quelque part plus heureux. Et donc, quelque part, ça me permet aujourd'hui de me dire, si je me plante et je me retrouve même presque à la rue aujourd'hui j'ai 2 enfants, etc. C'est plus la même. C'est pas que je me retrouve pas à la rue non plus. Mais bon, en gros, tu perds cette peur d'entreprendre. Mais après, il faut raisonner non plus. Quand même, il faut pas prendre des risques stupides. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai quitté il y a 4 ans maintenant un emploi rémunéré, correctement rémunéré à Monaco, pour me lancer dans l'entrepreneuriat social, qui a amené véritablement aucune garantie
je me suis dit, je vais essayer de créer mon propre métier, de façon à avoir déjà la liberté, et puis de pouvoir avoir un impact fort, parce que bon, si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent, j'aurais pas été dans le domaine de la solidarité internationale. Mais là, il y a moyen, à travers Travel with Mission, d'avoir mon propre métier, c'est une chose, mais surtout d'avoir un impact sociétal fort. Et donc voilà, j'ai essayé de me lancer dans cette direction, et en me disant, bon, bah, je quitte effectivement une sorte un métier correct. Et puis si ça devait pas marcher, mon travail d'entrepreneur, je ferai autre chose, je trouverai toujours un moyen de vivre heureux. Et puis s'il faut être un vrai entrepreneur à nouveau sur autre chose, je le ferai. Après, c'est une question d'état d'esprit, une question mentale. Moi, j'ai pas mal un mental d'entrepreneur. Voilà. Mais après, quand on est entrepreneur, on a cette liberté. Voilà. Justement, qu'est-ce qui t'anime le plus aujourd'hui pourquoi tu te lèves le matin? Bah, on me pose souvent la question d'ailleurs de est-ce que c'est pas trop dur après un tour du monde en stop de vivre comme ça dans une société sédentaire, etc. Et je réponds que pour moi, ça n'a pas été particulièrement, mais parti 5 ans, mais l'important, c'est d'avoir effectivement des projets qui te boostent, des projets qui te donnent envie de te lever le matin. Aujourd'hui, j'ai plein de projets vachement intéressants. C'est pas des projets de voyage. Alors, j'en fais toujours des voyages ici et là, mais c'est plus la même chose qu'un tour du monde en stop. Mais c'est des projets voilà, liés à Travel with Mission, je me fais un challenge sportif par an. Un peu temps, mais ça aussi, ça me booste. En 2014, le challenge, c'était faire un marathon. L'année d'après, c'était de faire la traversée de la France à vélo. L'année d'après, c'était de faire l'ascension du Mont Blanc. L'année d'après, c'était la Spartan Race, qui est une course d'obstacles. Dans le futur, j'aimerais faire quelque chose avec le canoë et autres. Donc, chaque année, je me fais un petit challenge sportif. Donc, ça me permet aussi de me motiver à aller m'entraîner, à aller sortir un petit peu, parce que sinon, je reste tranquillement dans mon lit. Et pareil pour le côté emploi et le côté action générale que je le fais. Ce qui est important, c'est le côté aider les autres est important pour moi parce que en aidant les autres, je m'aide moi-même en même temps. Parce que c'est une source de bonheur, clairement, d'aider les autres. Je me sens utile et être utile, c'est une véritable source de bonheur et me permet de me sentir en accord avec moi-même. Comme dirait Freud, l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec soi-même. Et je pense que c'est important d'être en accord avec soi-même et c'est ce que je recherche et je pense que je le suis actuellement. Et voilà. Carrément. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait, bah moi Ludovic, j'ai un rêve, mais c'est tellement beau ce rêve que j'ai pas envie d'y aller parce que si je me plante, c'est la fin. Tu vois, c'est la fin de son fantasme, c'est la fin de son. Alors, là, tout dépend du caractère des uns et des autres. Moi, j'irai clairement vers la réalisation parce que je veux pas avoir de regrets. Et si tu le fais pas, tu risques d'avoir des regrets. Ah, si je l'avais fait, peut-être que ça aurait marché. Bon, au moins, si tu l'as fait, tu le sais. Et si tu as planté, et si tu arrives à la conclusion que c'était pas la bonne chose, que par exemple, tu veux créer une entreprise et tu t'aperçois que finalement, il n'y a pas de marché, tu pensais qu'il y en avait. Moi, tu n'as pas de regret, tu sais, et tu as tenté ton coup. Et une fois de plus, tu es en accord avec toi-même. Tu dis, bon, j'y ai cru. Certes, ça n'a pas marché, bah, tant pis, bah, je dirais vers d'autres choses et j'apprendrai de mes expériences. Et voilà, c'est important de pouvoir apprendre véritablement de ce qui n'a pas marché. Nous, on est dans une société en France où on a tendance à vivre parfois mal l'échec, alors qu'aux États-Unis, dans la société anglo-saxonne, l'échec n'est pas grave, entre guillemets. Même au niveau des banques et autres, ils refont confiance plus facilement qu'on le fait en France. Donc, moi, je me formalise pas plus que ça sur l'échec à partir du moment où les choses ont été faites sérieusement. Enfin, n'importe quoi, une fois de plus, si tu fais n'importe quoi, personne n'a de ta confiance autour et autres, mais voilà, donc après, il y a des gens qui peuvent rester heureux avec cette idée de j'ai mon rêve et je vais pas chercher le réaliser. Heureux comme ça, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai plus le caractère à me dire, j'ai envie. Après, j'ai souvent plein d'autres idées que je réalise pas parce que je me dis, bon, une vie, enfin, c'est une question de priorité après. Réussir à mettre des priorités parce que je ne peux pas tout faire. Donc là aussi, il faut être raisonnable. Moi, aujourd'hui, en tant que père de famille, etc., des idées qui me traversent l'esprit, il y en a régulièrement, mais je ne peux pas dire yes. Ouais. Yes. C'est vachement intéressant tout ce que tu partages. Ça me fait pas mal penser
à une phrase aussi que j'ai entendue de ta part, mais que j'ai entendue aussi ailleurs, qui est « La vie n'est pas un restaurant, c'est un buffet. Alors levez-vous et allez vous servir », en gros, quoi. C'est une phrase de Dominique Blocheux dans un livre qui s'appelle La vie en rose, où il donne D'accord. Ouais. des citations pour être heureux. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase que je la donne souvent dans mes conférences parce qu'effectivement, les choses ne viennent pas comme au restaurant comme ça. Il faut faire l'effort de se lever. Oui. Mais une fois que tu fais l'effort de te lever, tu peux choisir plus ou moins la vie que tu veux. En tout cas, nous, en tant que citoyens européens, la réalité n'est malheureusement pas la même pour le jeune Africain, par exemple. Lui, il a beau avoir beaucoup de volonté, c'est pas sûr qu'il y arrivera parce que son environnement n'est pas forcément favorable à ça. Mais nous, en tant que jeunes Français, en règle générale, si tu veux, tu peux. When there is a will, there is a way, comme on dit. Et moi, je crois beaucoup. Et donc, voilà, se donner les moyens de faire bouger les choses. Génial. Pour terminer, quel est le prochain exploit de Ludovic Hubler en préparation? Des exploits. Bah, tout ce qui est sportif, c'est pas exploit. Quand je le vois, j'ai des amis qui font des Ironman et qui font des choses encore. Là, il y a quelques jours, il y avait l'UTMB au Mont Blanc. Et j'ai un ami qui a couru pendant 47 heures de suite. Moi, avec mes petits 8 heures à la Spartan Race, je suis ridicule. Donc, c'est pas des exploits, c'est des défis personnels au niveau sportif. C'est histoire de sortir un peu de ma zone de confort, de m'engraisser. Donc, ça, c'est, voilà. Après, moi, mon gros projet, c'est lié à Travel with a Mission, c'est d'avoir un impact sociétal fort. Il y a la plateforme. Aujourd'hui, on a permis quelques milliers de connexions entre ceux qui veulent partager et ceux qui veulent recevoir, ce qu'on appelle les Twamers et les Twamos. Mais l'objectif à terme est d'en permettre des centaines de milliers et d'avoir un impact sociétal très fort. Donc, aujourd'hui, on a un impact certes correct, mais on veut l'amener à d'autres niveaux. Donc, mon gros défi, il est là. Donc, et après, on fait d'autres choses autour de la plateforme, mais la plateforme, la plupart des gens qui nous connaissent, Travel with a Mission, nous connaissent pour la plateforme. Donc voilà, après, j'ai des rêves aussi plus classiques par rapport à ma famille, et faire en sorte que mes enfants soient heureux, tout simplement, que leur donner aussi cet amour du voyage, de la découverte. Alors, ma fille a 6 ans, elle est déjà allée dans 25 pays, donc elle a déjà une petite ouverture d'esprit. Donc voilà, j'essaye de... Moi, j'ai tellement appris via le voyage, je trouve que c'est une école de vie extraordinaire, donc j'essaye d'enseigner ça à mes enfants. Après, s'ils ont envie de faire le tour du monde ou autre, ils le feront. Mais voilà, leur faire découvrir, les titiller, leur faire ouvrir l'esprit sur le monde qui nous entoure et la chance qu'on a, on est privilégié en France, il faut bien garder en tête. Et donc voilà, essayer à notre propre niveau de jouer notre rôle de façon à ce que lorsqu'on aura 90 ans, on pourra regarder en arrière sur notre vie en se disant qu'on a réalisé nos rêves, qu'on est allé au bout de nos idées, mais qu'on a laissé aussi le monde un peu meilleur que lorsqu'on est arrivé. Et là, on pourra mourir tranquille. Génial. Waouh, bah écoute, ce sera le mot de la fin, je pense, pour cette magnifique interview. Moi, ça a réveillé mes envies de voyage. Donc, je te remercie. Je pars à Berlin dans 2 jours, donc ce sera pas extrêmement exotique, mais c'est un voyage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu parlais de Travel with a Mission. Donc, c'est une plateforme, c'est ça, tout simplement. On te retrouve sur Internet. Oui, alors au niveau, donc il y a l'utilisation des réseaux sociaux, donc Travel with a Mission sur Facebook par exemple. Au niveau personnel, donc Ludovic Hubler, j'ai un blog qui s'appelle Exploring Beyond. D'accord. Donc explorer au-delà, à la fois au niveau géographique via le voyage, mais également au niveau de sortir de sa zone de confort justement. Donc c'est le blog, donc il y a si vous voulez plus les actualités c'est par ce biais. J'ai un livre, donc j'ai cette chance que mon livre Le Monde en Stop, 5 années à l'école de la vie, donc fonctionne bien. Il est sorti en arabe, en coréen, en anglais, il va sortir en indonésien, il est sorti en pocket. J'ai eu la chance qu'il a reçu le prix du meilleur récit de voyage de l'année en France, donc ça lui a donné une belle visibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est parti des livres pas mal lus. Parfois, j'ai 50 000 ventes, c'est pas mal pour un livre de voyage. Donc, en tout cas, je suis ravi que tu aies apprécié la lecture de ce livre parce que ça a été quand même assez galère de l'écrire. Je ne peux pas le cacher que j'ai. Ben, j'imagine, hein. J'imagine, mais c'est franchement, moi je le recommande régulièrement. Je l'ai offert aussi, et j'ai lu beaucoup de récits de voyage, mais celui-là, il est vraiment, je l'ai vraiment beaucoup apprécié.
Le stop, c'est vrai que ça ajoute une dimension qui est complètement magique, quoi, Moi, j'en fais pas personnellement, mais ça permet, quand on s'intéresse aux rencontres sincères et authentiques, je trouve que c'est comme je te disais, j'ai eu l'impression d'avoir voyagé avec toi, alors que non, mais j'ai l'impression d'être à côté de toi. Ça fait plaisir. En fait, on a, au niveau du livre, j'ai essayé d'avoir le lecteur dans le sac à dos et faire en sorte qu'il puisse faire le tour du monde avec moi, justement, et qu'il puisse évoluer au fil des rencontres, des expériences, des apprentissages. Un tour du monde change un homme, et ce tour du monde m'a beaucoup changé. J'ai rencontré beaucoup de gens tellement inspirants qui enseignent, qui donnent beaucoup d'humilité, quelque part, de voir des gens qui donnent toute leur énergie à chercher à changer la destinée des plus démunis et qui ne recherchent aucune reconnaissance, qui devraient être en première page des journaux, mais dont personne ne parle. Il y a pas mal de rencontres comme ça qui font réfléchir. Et je me souviens aussi d'un moment qui m'avait parlé quand tu disais, tu as traversé d'abord donc la France, puis ensuite l'Espagne et tu es arrivé au Maroc. Et avant de partir côté Amérique, par l'océan, je me rappelle d'une phrase où tu disais, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête de courir et de programmer mes prochaines étapes. Et je me souviens de ce moment-là où moi, ça m'a vraiment parlé. Je suis quelqu'un qui aime bien aller vite, qui enchaîne, qui prend pas suffisamment le temps des fois d'apprécier. Et je me rappelle de ce moment-là, justement pour ça. Donc, c'est un peu un livre de développement personnel aussi, cette aventure. Oui, je me souviens de ça, effectivement. Mais ça, c'est une des beautés de l'Afrique. Justement, tu arrives. Moi, je me souviens que j'étais encore dans cet état d'esprit au départ. Il faut que j'arrive en Amérique du Sud rapidement. Et puis je demande à quelqu'un, excusez-moi, est-ce que vous connaissez la direction telle et telle? Oui, pas de problème. Bonsoir, un petit thé. Enfin, la notion du temps est tellement différente là-bas. Et ça m'avait fait réfléchir pas mal. Et après, justement, moi, mon tour du monde, j'étais parti pour 2 ans au départ. Finalement, il a duré 5 ans. Mais 5 ans, si je vis 100 ans, 5 ans, ça sera 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure? Moi, je trouve pas que ce soit énorme. Après, c'est une question de la vie personnelle. Mais donc voilà, la notion du temps a beaucoup changé à travers ce voyage. Il vaut mieux pas être pressé quand on fait un tour du monde. Complètement. Génial. Bah, écoute, merci encore Ludovic. Je mettrai tous les liens dont tu nous as parlé en description. Comme ça, si vous voulez aller checker à la fois Travel with a Mission, le livre bien sûr, et puis Exploring Beyond, le blog, vous aurez tous les détails là-dessous. Merci beaucoup. Merci à toi Claire, ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec toi et puis d'échanger avec ta communauté. Super. Hop, alors attends.